14 août 1980. La boue, la boue. 15 août 1980. Lettre de Sujata à un vieux disciple qui dirigeait le service de l'électricité de l'ashram. Boulada. Nous avons reçu votre lettre qui invite Satprem et moi à revenir à l'ashram avec les bénédictions de Kunuma. Elle m'a coupé le souffle. Vous avez maintenant plus de 80 ans. Alors j'ai hésité à répondre. Mais votre lettre est si pleine d'hypocrisie et ridicule par-dessus le marché que j'ai décidé de vous dire quelques faits sans détour. Vous dites que vous avez consulté Kunuma avant d'écrire. Qui est Kunuma? Le managing trustee, le directeur du Sri Aurobindo Ashram? Pauvre Sri Aurobindo. Et en tant que tel, qu'a fait Kunuma? Il a mis Satprem à la porte de sa propre maison. Note de bas de page, voir carnet, tome 1, 6 janvier 1978. Il a expulsé Satprem de l'ashram de Sri Aurobindo, dénoncé Satprem à la police. Et vous dites maintenant qu'il sera très heureux si Satprem revient et qu'il tient sa maison prête pour lui? Pourquoi ce mensonge éhonté? Il provient sans doute du célèbre courage des ashramites en général et des seigneurs Sadak, vieux disciples, en particulier. Il n'y a pas eu un seul devotee de Sri Aurobindo et de la mer pour protester quand la maison de Sujata a été verrouillée par les trustees de l'ashram en son absence et quand elle a dû passer la nuit dehors à son retour. Qui est Sujata? Une enfant qui, à 9 ans, est venue à Sri Aurobindo et mère et a passé sa jeunesse et sa vie adulte à les servir. Nolinida, Dioman, Arikant, tous trustees, connaissent cette Sujata depuis son enfance. Elle a travaillé avec eux, mais ils se sont associés avec Kunuma pour la mettre à la porte de chez elle. Pourtant, ils savaient la place qu'occupait Sujata dans le cœur de mère, et c'est ainsi qu'ils s'acquittent de sa confiance en eux. Pradiyot, un autre trustee, a été admis à l'ashram bien après Sujata. Et bien entendu, tous les soi-disant seigneurs Sadak, Amal Kiran, Kadesetna, Nirod Baran, Taintmi et les seigneurs devotees sont de tels poltrons qu'aucun d'eux n'a osé ouvrir la bouche pour protester une seule fois. Et pourtant, tous ont été prêts à bondir sur Satprem parce qu'il refusait de trahir mère. Comme une meute de loups, tous ces gens ont été prêts à mettre Satprem en pièces parce qu'il a eu le courage de dire non à leur tentative de falsifier et déformer les paroles de mère. Qu'est-ce que ces soi-disant seigneurs Sadak ou n'importe quel disciple savent de ces conversations privées que mère appelait son agenda, qui ont eu lieu entre mère et Satprem pendant tant d'années? Mais ces mêmes seigneurs Sadak voulaient censurer cet agenda. Dans quel dessein et à quelle fin, eux seuls le savent. Pour parler franc, l'ashram est plein à 99% d'imposteurs dont le seul souci est d'avoir leur repas assuré, un toit sur leur tête, d'échanger des potins et d'afficher un masque de spiritualité pour le public crédule, mais une spiritualité où personne n'a le courage de défendre la vérité. Et si quelqu'un veut la défendre, comme Satprem, il est expulsé. Je dis les choses sans passion. Ce sont de simples constatations. Vous êtes un vieillard maintenant, Boulada, de plus de 80 ans. Alors, qu'avez-vous à perdre d'un acte de courage? Je vous mets au défi de mettre cette lettre au panneau d'affichage pour que tout le monde puisse la lire. Mais comme je connais bien votre lâcheté, je suis à peu près sûr que vous n'en ferez rien et ne la montrerez à personne. Bien. Inutile d'ajouter quoi que ce soit. Sujata. Nuit, 24-25 août 1980. Vision. Un cataclysme. Une montagne qui s'écrase sous une formidable pression silencieuse
et qui va exploser, comme les grands plissements. L'explosion fera trembler la terre. Note de bas de page. Exactement comme la montagne sous la fenêtre de ma chambre. Elle s'écrasait toute seule comme de la pâte à modeler sous la pression d'une invisible main. J'ai mis longtemps à comprendre le sens complet de cette vision décisive qui trace ou annonce le chemin terrestre des 20 dernières années de ce millénaire. C'est la puissance nouvelle, supramentale, qui est en train d'écraser silencieusement, implacablement, tout le vieux système terrestre humain, et peut-être même sa géologie, pour livrer passage à l'être nouveau et à l'espèce nouvelle, l'ère de mer et de Sri Aurobindo. 25 août 1980. On marche, un pas et encore un pas. Lettre personnelle. Et puis voilà, comme prévu, le dossier de Nava n'était même pas encore sorti du ministère de l'Éducation pour aller au ministère de la Justice que Nava a obtenu une injonction afin de tout arrêter. 6 juin, copie du télégramme des avocats de Nava. Mais maintenant, c'est le gouvernement de l'Inde qui est attaqué. Alors voyons. Du coup, j'ai écrit à Kirit, et en écrivant, c'est devenu très clair subitement. Auroville est une façade pour Nava. Derrière, il y a un énorme complot et des visées qui dépassent singulièrement Auroville. C'est l'Inde qui est visée, la prise de pouvoir. Et Nava n'est pas seule. Cette nuit, dans mon dernier sommeil, j'ai eu une étrange vision, un cataclysme. C'était une énorme montagne devant moi, et sous je ne sais quelle poussée derrière, cette montagne s'écrasait, glissait, allait exploser. Quelque chose comme la vision d'un grand plissement du tertiaire. Je voyais le phénomène se développer, et quand cette montagne broyée exploserait, je savais que ça allait faire un tremblement de terre. En hâte avec Sujata, je quittai une sorte de bâtiment dans lequel j'étais, m'attendant à ce tremblement de terre. C'était un spectacle assez fantastique, dans un silence complet. Cette montagne qui glissait, se gonflait, allait exploser. Cela rejoint étrangement ce que j'ai vu quand tu étais encore là, cet énorme rocher qui se décellait d'une montagne, mais là c'était toute la montagne qui était décellée. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra bien. Mais sûrement cela veut dire quelque chose qui bouge sur la terre ou dans la terre. À part cela, Nicole et Michel sont là. Ça te prenne. 29 août 1980. Nous ne savons pas quel genre de Wish-City peut pointer le nez dans l'avenir. Espérons que ce sera l'espèce nouvelle. J'ai l'impression de pousser des murs. Ça finira bien par casser. 30 août 1980. Lettre à C.P. Singh, traduite de l'anglais. Chers compagnons, alors même que je vous écris cette lettre, l'agenda 1 en anglais sort aux États-Unis et s'envole pour Pondichéry et Auroville. C'est un pas crucial sur le plan occulte qui aura nécessairement des fortes répercussions sur le matériel. Comme d'habitude, l'Inde dort et s'occupe de non-événements. Une fois encore, il faut que je vous lance un défi. Je comprends bien que les inondations, les émeutes, les troubles religieux en Uttar Pradesh ou la visite du secrétaire général de l'UNESCO sont des questions d'importance nationale ou internationale. Mais ce sont des non-événements, des pantins qui passent, des rides sur l'océan. Dans 200 ans, nous en serons encore à ce genre de choses. En réalité, rien ne s'est passé. Mais je dis que la sortie d'un agenda
est un événement comme il ne s'en passe pas pendant des milliers d'années et qui laissera une marque indélébile sur cette terre et changera le cours de l'histoire. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, c'est un fait. Alors bon sang, qu'est-ce que nous faisons ? Si je vous dis que Mère n'est pas contente de cette situation, c'est peu dire. Elle en a assez de cette léthargie et de cette incompréhension de la vraie priorité. Il y a un mois, je vous écrivais au sujet de l'impression de l'agenda en Inde. Pas de réponse. Il y a 3 mois, Sujata vous écrivait à propos des 1000 exemplaires de l'agenda qui attendent à Paris. Pas de réponse. On pourrait apporter les choses sur un plateau. Mère elle-même pourrait venir. Mais qui s'en soucie ? Et il y a 7 mois, en février, je crois, je vous écrivais « D'ici mai, nous pourrons lancer l'agenda en Inde ». Pas de réponse. Quel gâchis de temps précieux. Vous vous battez contre les émeutes, les troubles et que sais-je, et pendant ce temps, le vrai remède et le vrai changement est entre vos mains. Alors voici mon défi. Ou bien vous prenez réellement les choses en main, ou bien c'est moi qui les prends en main. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles vont bouger. Je ne vais plus faire le japa de Lucknow. Voici mon programme. Suit une série d'étapes pratiques pour l'impression et la diffusion de l'agenda en Inde. Alors, chers compagnons, pardonnez-moi, mais je suis martelé par le sentiment d'une profonde urgence intérieure. Ce n'est pas un désir personnel ou une impatience qui me pousse. Depuis un mois, je sens sur moi une forte pression de Mère, comme si cette publication de l'agenda en Inde était la chose la plus urgente à faire, la seule qui ait le pouvoir d'apporter une réelle solution à ce pays en dérive. Il y avait profondément le sentiment d'un complot en cours, comme je vous l'ai dit dans ma dernière lettre. Nous devons agir rapidement. Nous avons perdu beaucoup de mois. Vous serez peut-être fâchés contre moi, mais je vous aime tout de même et quelles que soient les circonstances. Ça te prenne. 5 septembre 1980. Lettre personnelle. L'Inde est décidément désespérante. Je pensais que ma lettre à Cipienne allait le secouer. Il y avait une certaine force là-dedans. Et regarde sa réponse télégraphique sans aucune réponse sur aucun point, complètement à côté. Pas question d'agenda. On dirait que tout est englouti, ici, dans un marécage. J'avais écrit à Cipienne une lettre de plus, où je lui disais, si Indira refuse d'aller à la racine du problème et ne sert que de façade, nous irons vite vers une anarchie sanglante. Il n'y a pas de jour, ni de coin dans l'Inde, sans une émeute et des violences. Le règne de Gandhi arrive à son couronnement. Sri Aurobindo n'est pas accepté dans l'Inde. L'ashram est plein de faussaires. Indira Gandhi dit qu'elle veut faire quelque chose pour Auroville et puis... On peut encore remuer les murs, mais remuer un marécage, je suis lasse. Je continue. Ça te prenne. 7 septembre 1980. En fait, je suis la tête de Turc invisible de toutes les actions déclenchées tant en Inde qu'en Amérique et ailleurs. Cela me fait 10 000 ans sur les épaules. Le jour où ce poids partira, je rirai comme un dieu et disparaîtrai en fumée. 14 septembre 1980. Lettre à Micheline. C'est très réconfortant de te sentir là. C'est curieux, c'est presque physique. Comme s'il y avait des êtres qui étaient un repos pour moi, alors que presque tous sont un problème à résoudre ou un clou à enfoncer ou... Bien. Merci que tu sois. Mais j'irai jusqu'au bout. Ma vie peut brûler pour Mère. L'impression d'être dans la dernière course, on est un peu essoufflé. Prie pour moi.
Heureusement, Sujata est là. Ça te prenne. 16 septembre 1980. Lettre à Kirit. Très cher Kirit, voici une nouvelle importante à communiquer à Sir C.P.N. Singh. Monsieur Tata lui-même, accompagné de notre ami Yolande, est allé porter à Tata Press le paquet de films du tome 1 de l'agenda et du Divine Materialism et a demandé à ce qu'on s'en occupe dans les meilleures conditions possibles. Cela veut dire que, enfin, l'Inde prend l'œuvre de mère sur ses genoux. C'est Tata qui a lui-même porté les films. Je suis avec vous, cher Kirit, et cela veut dire que ma conscience et ce que mère a mis en moi, ou avec moi, se dirige et se projette vers vous. Et je vous aime. Ça te prenne. Lettre à Sir C.P.N. Singh, traduite de l'anglais. Très cher compagnon, quant à moi, cela fait des mois que je pousse des murs et des murs dans une concentration constante. J'en suis arrivé au point où mon corps en a assez et où je me demande si mes efforts ne seraient pas plus utiles en dehors de l'Inde, en laissant l'Inde au destin que mère veut, quel qu'il soit. Mon sentiment intérieur est qu'il me reste peu de temps, comprenez-vous, et j'ai encore un certain nombre de choses à faire. En préparant l'agenda 9 que je viens de terminer, je suis tombée sur ces paroles de mère. Quand vous voulez plaire aux gens, vous laissez les choses aller telles qu'elles sont, en attendant que la nature impose son progrès à l'homme. Mais ce n'est pas la vérité de la création. La vraie mission de l'homme est d'imposer son progrès à la nature. Il y a quelque chose de cela dans mon cœur qui lutte contre le temps et l'inertie pour une Inde rétive. Je suis profondément avec vous, et même quand je me bats contre vous, mon cœur est tout autant plein d'amour. Que sa volonté soit faite, en elle, chez moi. Ça te prenne. « 26 septembre 1980. Lettre à C.P.N. Singh, traduite de l'anglais. Il faut que j'ajoute ceci à ma lettre précédente. Il y a quelque chose que vous devez comprendre pour que nous puissions travailler ensemble. Il y a une différence fondamentale entre la méthode d'action de l'Occident et celle de l'Orient. La première peut être bête, mais elle marche. La seconde peut être sage, mais elle ne marche pas. Le principe d'action en Occident est de lancer une force et de la maintenir en mouvement. Il peut y avoir en cours de route des bévues, des contradictions et des changements de direction, mais cela ne fait rien, la force est en mouvement. L'élan est là, et en fin de compte, elle parviendra à sa vraie destination. De plus, à travers ces bévues et ces contradictions même, on dégage le chemin d'obstructions insoupçonnées où on oblige les choses à jaillir et à montrer leur nez. La force est un mouvement, et elle atteindra son but tout en grandissant par ses erreurs mêmes. Le principe oriental est de considérer sagement, de délibérer, prévoir, calculer les obstacles possibles, puis d'agir. Mais en général, quand on agit, il est trop tard. De nouveaux événements ont surgi entre-temps qui changent complètement les sages délibérations. Et en fin de compte, rien n'est fait, ou très peu. Toute la maladie de l'Inde et d'Indiraji est qu'elles ne mettent pas la force en mouvement. Elles ont peur des erreurs, entre guillemets. Mais un jour, cette espèce de sagesse, entre guillemets, pourrait leur retomber sur le nez de façon sanglante. Excusez ma façon brusque et directe de dire les choses. Je vous aime, oui, comme j'aime l'Inde et comme j'aime Indiraji. Mais pour moi, l'un des plus grands péchés est de ne pas se servir de la force quand elle nous est donnée.
L'Inde a une Shakti formidable et elle se comporte comme un nain timoré. 30 septembre 1980. Lettre à C.P. Singh, traduite de l'anglais. Très cher compagnon. En route vers Madras, pour y rencontrer un avocat, j'ai fait une découverte effrayante. Ce n'est pas exactement une découverte, car je savais le fait d'un ami médecin français. Mais quand on est face aux faits, on est atterré. Je vous joins un extrait du discours de Pranab au terrain de jeu, quelques jours après le départ de mer, reproduit dans le magazine Mother India. Dans ce discours, il est fait mention d'une drogue qu'il donnait sans cesse à mère. Cette drogue s'appelle Sikil. Je suis donc entré dans une pharmacie, j'ai demandé du Sikil, j'ai pris la notice et j'ai lu. Je n'ai plus de mots. Je savais. J'ai toujours su qu'il l'avait tué. Satprem. Note de bas de page. Extrait de la notice du Sikil. L'expérience a montré qu'une sédation excessive n'est pas toujours nécessaire pour remédier aux symptômes psychopathiques, tels que l'agitation, les illusions et l'affabulation, les hallucinations ou le délire. Le Sikil simplifie énormément le maniement à demeure des malades dérangés émotionnellement qui autrement devraient être hospitalisés. Les malades adoptent alors une attitude plus réaliste, sont moins encombrants pour la famille et plus aisément maniables lorsqu'on veut les discipliner ou les rééduquer. Le Sikil est particulièrement indiqué pour le traitement des désordres mentaux graves, chroniques ou aigus, tels la schizophrénie, la folie furieuse, les dépressions, le délire, les psychoses séniles et les psychoses créées par une maladie cérébrale organique. C'est donc ça qu'on forçait mère à prendre tous les jours pendant les derniers mois. 10 octobre 1980, lettre personnelle. J'ai terminé hier l'agenda 10 jusqu'à la dernière virgule et je reprends mon souffle pour t'écrire. Dans quelques jours, j'aurai 57 ans. Je veux que ce soit la dernière année comme celle-là. J'ai l'impression d'être enfermée dans un cauchemar dont je ne sors jamais, ni jour, ni nuit. Et surtout, depuis la sortie de cet agenda anglais, on dirait que cela a remué un énorme marécage et il en sort toutes sortes de choses. Moi qui ai tant aimé l'Inde, si je n'avais pas toute cette besogne, je ferais mon sac instantanément. Enfin, ça te prenne. 20 octobre 1980. Une île isolée, Hivaoa, note de bas de page, le premier lieu qui a ressurgi de ma mémoire, sans doute en souvenir de Gauguin qui y mourut misérablement, tandis que l'évêque des lieux faisait l'autodafé des 20 tableaux de nus qu'il jugeait impudiques. Par dérision, mon frère François m'appelait le petit Gauguin. Finalement, un jour, à Pondichéry, j'ai brûlé toutes mes peintures, y compris mes paysages d'Almora et du Nanda Devi, et un portrait de ma mère. Je le regrette. 29 octobre 1980. Pourquoi ce fond de chagrin? Lettre personnelle. Je te vois arpentant New York la nuit, seul. Je connais bien cette situation. Et tu vois, en cette fin de 57e année,
J'en suis encore parfois à regarder des atlas et à mettre le cap au diable. Un atlas, c'est ce qui m'a accompagné partout. Mais évidemment, ce n'est pas par là qu'on en sort. Et puis quelquefois, je regarde avec stupéfaction toutes ces têtes qu'on a photographiées de moi, Tovarniki & Co. Je ne me savais pas une pareille tête sur les épaules. Et parfois aussi l'envie de changer de tête. Je suis un expert aux vies diverses, j'ai des tas de métiers inachevés, j'ai tant de monde dedans qu'on ne sait pas ce qui pourrait bien arriver. Et puis j'aime ma mère. Alors je ferme ma boîte à singes et je continue. La seule façon d'être là-dedans, c'est de brûler, faire du feu avec tout le mal, tout le bien. Alors, tu fais un peu de feu brûlant dans la nuit des États-Unis. La seule façon, c'est d'être là. C'est tout. J'avais bien deviné ou co-senti la vague d'amis, entre guillemets, qui est tombée sur toi. Mais il y a un grain de vérité dans tes attaquants. Ou plutôt, ils peuvent apprendre aussi quelque chose. On dirait presque que tu veux les convertir. C'est cela l'erreur, si je puis dire. Laisse les disciples à leur idée commode, tu ne les décrasseras pas. Ce ne sont pas ceux-là qui nous intéressent, mais les autres. Alors, pourquoi perdre son énergie à lutter contre ces fantômes-là? Laisse-les à leur idée chère et sers-toi d'eux à l'occasion pour faire passer l'agenda. Inutile de faire le procès de l'ashram. En fait, tu donnes de l'importance et une nouvelle énergie à l'ashram en l'attaquant. Laisse-les tomber dans leur propre poussière, vraiment. Ce ne sont pas ceux-là que nous voulons amener à mer. Ce sont nos propres actes positifs qui importent et chaque agenda paru démasque un peu plus ces faussaires, pour ceux qui veulent comprendre. Le combat invisible est finalement celui qui détermine le combat matériel. Par une coïncidence, entre guillemets, le 24 octobre, le jour où j'envoyais mon paquet à Mutana, notre avocat à Madras, le CBI, Central Bureau of Investigation, venait faire sa descente sur la SAS à Pondichéry. Il y a des colères rentrées et des arguments sans mots qui ont un pouvoir dévastateur. Et des prières silencieuses aussi. Le jeu des polichinelles dehors, eh bien, c'est seulement un jeu de polichinelles. Et les polichinelles spirituelles ont une double dose. En fait, tout grince assez effroyablement depuis le jour où j'ai vu cet énorme rocher qui se décellait. Ça grince en moi, ça grince en toi, en Kirit et partout. Mais c'est peut-être bon signe. Cela veut dire que l'adversaire n'est pas content. On a chacun son petit coin d'adversaire pour progresser. Du côté positif aussi, le gouverneur de Pondichéry, cette fripouille, a été remplacé ces jours-ci. Et il y a 2 ou 3 jours, le gouverneur de Madras, cet autre fripouille ami de Nava, a été congédié sans cérémonie. Voyons le reste. Mais je suis sûre que notre agenda anglais et ma descente à Madras y sont pour quelque chose. Quand ça bougera aux États-Unis, ça ira très vite. Donc, ne gaspille pas tes énergies à répondre aux petits amis, entre guillemets. J'ai trouvé ta lettre à X très émouvante. Mais là aussi, une sorte d'idée de convertir les disciples. On ne convertit personne, frère. Ça se convertit tout seul ou pas. Et puis on est. Ça, c'est l'arme la plus puissante. On est et on reste planté au poste, en dépit des charmantes routes maritimes qui zigzaguent à travers les atlas. Oh, ce n'est pas la somme du bon Satprem qui fait Satprem, mais la somme de tous les autres qui font une brûlure contradictoire. Cette brûlure, c'est Satprem. C'est le résidu brûlant. Rien à dire, vraiment. J'ai une sorte d'impression que la débâcle de Nava va marquer un tournant vers le positif.
En 1961, mère m'avait dit, comme ça, entre guillemets, « Toi, tu iras jusqu'au bout. » Je lui avais d'ailleurs répondu, « Le bout sans toi, comment veux-tu » J'aimerais bien changer de tête tout à fait. Non, mais c'est effrayant de regarder sa photo. Et puis, c'est le fait d'être coincé là, dans une tête. Moi, j'aimerais mieux qu'elle soit de rechange, avec quelques colibris in between et divers pirates, courses et cormorans. Nous vivons dans un foutu monde figé. Ça te prenne. 30 octobre 1980. Je demande seulement à finir le travail.